Et je laisse la parole à Isabelle Saladé, qui est chargée de mission bâtiment durable à la région Grand Est, et à Vincent Ménard, qui est architecte ingénieur de l'INSA Strasbourg et qui travaille maintenant à NGDR pour nous présenter ce que fait la région Grand Est par rapport au sujet. Oui, bonjour. Alors, je vous partage mon écran. On le voit bien. C'est bon? Très bien. Isabelle Saladé, chargée de mission à la région Grand Est. Je vais essayer de faire très vite. De toute façon, vous aurez les éléments dans le PowerPoint qui sera distribué. Donc, c'est juste rapidement pour présenter comment, au niveau de la région, on a commencé la prise en compte euh, de ces risques climatiques avec deux grands volets, un diagnostic de vulnérabilité sur l'ensemble de la région et puis 45 actions plus ciblées pour faire face aux deux risques majeurs. Euh, hop. donc, dans le cadre du plan d'adaptation, la première étape, c'était d'identifier les risques et les vulnérabilités. C'est une étude qui a été menée dès 2023 et donc qui comportait plusieurs aspects. Elle est disponible sur le site de la région Grand Est. Les enjeux qui découlent de cette étude, c'est que notre cadre de vie va être fragilisé, en particulier par les fortes chaleurs, les inondations et les mouvements de terrain. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure en rajoutant les fortes chaleurs. Un autre enjeu, c'est de faire face aux tensions sur la ressource en eau, qui va impacter beaucoup d'aspects de notre vie et de notre économie. Et donc, tous ces aspects auront des impacts vraiment multiples pour les habitants, la santé, les transports, l'économie, le tourisme, etc. Euh, En bref, deux risques majeurs ont été identifiés pour le territoire du Grand Est. Là, vous avez une cartographie qui a été faite pour l'horizon 2040-2070. Donc, c'est quand même un futur un petit peu lointain, mais il faut qu'on commence à s'y préparer dès maintenant. Donc, avec un risque majeur par rapport aux vagues de chaleur qui vont s'intensifier. On a un petit dégradé de rouge sur la cartographie euh, de l'ouest vers l'est de la région. Et ce qu'on voit, c'est que ça va quand même toucher pas seulement le confort d'été dans les bâtiments, mais aussi l'agriculture, la viticulture, la forêt. Les transports, les énergies et la santé des personnes vulnérables notamment. Donc c'est quand même un risque à prendre en compte dès maintenant. Le deuxième risque majeur, c'est le manque d'eau pendant plusieurs mois. C'est aussi en lien avec les risques RGA dont on vient de parler. Euh, le changement climatique va provoquer des périodes de sécheresse qui seront, et des tensions qui seront plus ou moins fortes selon le bassin versant considéré. Donc ici, sur cette cartographie, vous avez en rouge les bassins versants qui seront les plus sensibles, donc notamment autour de Reims, Saint-Dizier, Chaumont, et puis en Alsace, dans la vallée alsacienne. Et donc, ce manque d'eau et ces tensions sur la ressource en eau vont également toucher tous les aspects de notre activité, y compris même le tourisme, l'économie et bien sûr l'alimentation en eau potable et l'environnement naturel, évidemment. Donc, ce qui a été proposé dans un premier temps, c'est déjà un plan, une feuille de route avec 45 actions pour anticiper dès maintenant les vagues de chaleur et le manque d'eau, ceci sur tous les aspects qui concernent notre vie et notre économie. Donc,
tout ça se fait dans le cadre d'une stratégie régionale d'adaptation au changement climatique, avec voilà, une triple ambition, c'est se mobiliser, nous, en tant que collectivité territoriale, et mobiliser aussi les acteurs du territoire. Accompagner les acteurs économiques, notamment pour réduire la vulnérabilité, et puis être une région pionnière et partenaire de l'État, des agences de l'eau et de l'ADEME. Donc c'est aussi pour ça que c'était très important pour nous de participer à ce webinaire. Et la stratégie, elle est articulée donc autour de principes communs, et notamment ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est viser le confort d'été passif, donc en essayant d'éviter au maximum la maladaptation qui pourrait passer par une climatisation à outrance, et prévoir la sobriété de l'utilisation de la ressource en eau. On encourage la désimperméabilisation. Alors, j'ai bien noté que les techniques à la parcelle ne doivent pas être mises en œuvre n'importe comment. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, effectivement, d'avoir un regard croisé sur les mesures qu'on pourrait proposer. Pour l'adaptation aux fortes chaleurs, par exemple, et puis les mesures pour s'adapter aux risques RGA. Et donc, tout ça pour renforcer la capacité d'adaptation du territoire. Donc, nous, on a un programme qui s'appelle Climaction, qui est un guichet unique pour toutes les aides à la transition énergétique et l'économie circulaire. C'est un programme commun entre l'ADEME et la région Grand Est. Et dans ce cadre, on peut aider des projets de rénovation énergétique des bâtiments. Et la première étape, ça a été d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans ces projets de rénovation. Alors, c'est une tâche un peu longue et fastidieuse parce que effectivement, les habitudes sont rudes, et on se rend compte que c'est pas facile, comme l'a montré l'expérience du CEPRI, donc de cumuler tous les aspects. La première étape pour nous, c'est d'intégrer dans les rénovations énergétiques une stratégie de confort d'été sans climatisation. Donc, notamment en essayant de protéger les baies vitrées par l'extérieur avec des volets ou des stores. C'est des choses assez banales finalement, mais on se rend compte qu'on a du mal à ce que ce soit mis en place de façon systématique. Et puis, dans une première étape de prise en compte des risques naturels, c'est déjà une sensibilisation euh, aux risques naturels et à la vulnérabilité des projets, notamment à travers d'un petit guide, un outil de sensibilisation qui a été élaboré par Vincent Ménard, qui normalement est là également aujourd'hui, Oui. et voilà, qui va le présenter. Ouais, je prends la main. Merci, merci Isabelle. Donc, je vais aussi rebondir sur ce que tu disais, Isabelle, ou même ce qui a été dit plus tôt dans le webinaire, sur vraiment le réel enjeu autour de la meilleure préhension, en tout cas une meilleure prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Et ce, à travers notamment le dispositif Climaction d'incitation à une rénovation plus durable. Et donc la pérennité des projets de cette rénovation, elle passe aussi donc, par des projets qui se veulent plus résilients, ou en tout cas avec une vulnérabilité moindre. Ça, c'est une certitude. Aussi, pour réappuyer les propos de M. Bertrand Chauvet au début de la présentation, c'est vrai qu'il y a une belle opportunité avec la rénovation énergétique qui est menée actuellement, car la rénovation énergétique, c'est un mouvement national d'envergure hein, de renouvellement de notre patrimoine bâti. Bien que la rénovation soit un processus assez régulier dans la vie, le cycle de vie d'un bâtiment, ça reste quand même des temporalités assez longues. Donc un bâtiment qui est rénové aujourd'hui, énergétiquement par exemple, il n'y aura pas de travaux qui seront entrepris avant de nombreuses années, si ce n'est un quart de siècle environ en moyenne. Donc il y a vraiment un enjeu de saisir cette opportunité pour adapter aussi les bâtiments aux enjeux de demain et donc d'améliorer
résilience des bâtiments. Et également, ce qui a été dit plus tôt, c'est que la rénovation énergétique, c'est un gros investissement, aussi bien en termes d'énergie, d'argent et de matière. Et donc, par définition, rénover, c'est exposer de nouveaux enjeux et donc augmenter le risque. Donc, il paraît plutôt pertinent d'associer à la fois des travaux de rénovation énergétique et des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments. Et donc, c'est avec cet esprit en tête que la région a mené un premier travail qui date d'il y a presque 2 ans. Il s'agit donc d'une première approche dans cette vision-là, dans cette stratégie-là, avec plusieurs objectifs en tête. Donc, on peut le voir ici. Donc, d'abord, c'est de sonder les acteurs et d'évaluer la culture de risque. C'était présenté plus tôt par le CEPRI. Donc, la culture du risque, c'est la connaissance du risque et sa prise en compte de manière spontanée dans l'élaboration de projets et dans les modes de vie. Et cette culture du risque, elle intervient tout le long de la vie du bâtiment, donc en termes de prévention lors des travaux, la conception, lors de la gestion de crise, donc pendant l'exploitation, et même après sinistre, lors de l'indemnisation. Et il semble qu'en tout cas, cette culture du risque ancrée au sein des acteurs, qu'ils soient porteurs de projets ou usagers, c'est une clé pour aller vers une résilience durable. Ensuite, il s'agit donc d'extraire des enseignements et de monter en compétence au sein de la région, d'évaluer aussi la pérennité des projets de rénovation qui sont financés. Et en fait, en essayant d'évaluer cette pérennité, ou en tout cas en essayant d'évaluer cette vulnérabilité des projets, il a pu être établi une méthodologie d'évaluation qu'on a voulu donc proposer aux porteurs de projets demandant Climaction. Et en fait, effectivement, donc, la finalité de ce travail, c'est surtout donc, de sensibiliser les acteurs à la rénovation énergétique et de proposer une méthodologie d'aide à la décision en croisant les risques. Cette notion-là, elle est importante. Elle a été rappelée donc, à l'instant lors de la présentation sur les RGA. C'est que les risques peuvent s'aggraver entre eux, en tout cas interagissent entre eux, lorsqu'il y a une accumulation sur une même parcelle notamment, et que parfois une bonne pratique pour un risque peut être aggravante pour un autre. Donc il est important d'avoir une vision globale du risque, ou en tout cas avoir une idée englobante des risques auxquels on est exposé. Je veux même que tu changes de slide, ça fait Isabelle. Ainsi, il a été réalisé un outil de sensibilisation comme première étape de la démarche, qui se décompose avec d'abord une cartographie succincte des risques présents dans le Grand Est, donc pour pouvoir identifier assez rapidement les risques présents au niveau de son adresse, ou l'adresse du projet en tout cas, avec les maisons de région qui sont identifiées exactement sur cette carte, qui sont les interlocuteurs privilégiés pour les dispositifs de la Climaction, notamment, de la région. Ensuite, une aide est aussi associée pour l'usage de l'outil GeoRisque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était aussi l'occasion de présenter cet outil, qui est un outil donc, public, à destination de tout le monde, qui permet donc d'identifier assez rapidement les risques présents en entrant son adresse au niveau de sa parcelle. Mais attention, ce n'est pas exhaustif comme outil parce que tous les risques ne sont pas encore cartographiés. Et donc, il faut avoir une vision un peu plus englobante au niveau des risques. Mais au moins, c'est une première approche et très simple d'utilisation. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une copropriété tout à fait moyenne, en mode santé classique, type immeuble mitoyen de Faubourg, comme on peut en trouver dans beaucoup de villes, qui se situerait, par exemple, à Pont-à-Mousson, rue Charles-le-Poix, déjà, en regardant la carte, on peut observer qu'on est en TRI, donc en territoire à risque d'inondation. Donc, il y a de fortes possibilités que notre bien soit exposé au risque d'inondation. Et lorsque l'on rentre l'adresse sur GeoRisque, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un risque avéré, donc de risque d'inondation par débordement de cours d'eau et par remontée de nappe. A priori, il n'y a pas d'autres risques majeurs pour cette parcelle, bien qu'il faut faire attention, encore une fois, des risques qui sont présentés sur GeoRisque ne sont pas exhaustifs. Il pourrait y avoir notamment des risques liés aux tempêtes et aux vents violents, ou par exemple à la grêle, qui ne sont pas non plus cartographiés. Merci.
L'outil, ensuite, une fois le risque identifié, propose d'aller se référencer à la page dédiée au risque identifié. Il propose donc un logigramme qui permet de creuser l'information de géorisque et de pouvoir consulter la documentation gouvernementale, en cas public et gouvernementale, et de chercher donc des indicateurs. L'indicateur, en fait, c'est la clé pour comprendre la vulnérabilité du projet, car il permet de quantifier le risque, de le mesurer, et surtout de quantifier l'effort à mettre en place pour s'en prévenir. Alors, il y a aussi une limite à cela, c'est que souvent, donc, par exemple, le PPRI ou d'autres documents de ce type sont construits autour d'indicateurs basés sur des événements passés, historiques, et pas forcément sur des événements, des projections. Donc, encore une fois, est-ce qu'on se protège à des événements, enfin à des projections, ou alors par rapport à des gros événements passés. En fonction ensuite de l'aléa en question, une liste d'éléments sensibles est listée, encore une fois non exhaustive, mais qui permet au moins d'identifier les zones sur lesquelles il faut porter une attention particulière dans son projet. Car à chaque aléa, il y a son lot de bonnes pratiques et de zones sensibles, ce qui est assez logique. Une fois donc un indicateur en tête et les zones sensibles en tête, on peut a priori concevoir une solution adaptée, donc adaptée aussi bien en intensité grâce à l'indicateur, que adaptée en termes de localisation des problèmes potentiels futurs. Si on reprend l'exemple de la copropriété de tout à l'heure, effectivement, on s'aperçoit assez rapidement que donc on est il y a un plan de prévention des risques d'inondation qui est présent au niveau de Pont-à-Mousson, que nous sommes bien effectivement en zone bleue, par exemple, avec une côte des pieux connus qui est repérable. Alors effectivement, déjà, le PPRI nous donne un certain nombre de servitudes auxquelles il faut se soustraire, bien qu'effectivement, comme il était dit plus tôt, beaucoup concernent les bâtiments neufs et pas forcément les bâtiments en rénovation. Donc on pense notamment aux lestages de stockage dangereux, comme les cuves fuel par exemple, la gestion de l'eau sur place qui peut être indiquée aussi sur le PLU, l'identification des éléments dangereux, la mise en place de refuges, de possibilités de fuite, etc. Ensuite, aussi en consultant ces documents-là, on peut avoir les indicateurs donc, pour notre projet à nous, donc la cote des plus connus par exemple pour les débordements de cours d'eau, ou alors le niveau de remontée de nappe pour le remontée de nappe. Au regard également de la liste des éléments sensibles, lorsque l'on regarde notre copropriété qu'on veut rénover, on peut avoir un regard critique sur l'état existant et l'intervention qui a été faite pour un projet. Donc d'abord, est-ce que la rénovation des réseaux électriques est bien faite et avec un cheminement plutôt descendant? On vient cheminer en sous-phase de plafond et on descend et par en dessous de la côte des plus connus, comme il a été cité plus tôt par le CEPRI. Est-ce que les systèmes ne sont pas forcément positionnés en sous-sol, mais peut-être qu'on va les mettre hors d'eau, et ce, notamment avec des socles en béton, c'est possible. Est-ce que les menuiseries sont protégées? On pense notamment aux soupiraux qui sont mis à rude épreuve en cas d'inondation. Le sens d'ouverture aussi des portes pour permettre la fuite. Est-ce que les matériaux mis en œuvre à l'extérieur sont-ils imputrescibles ou pas? Est-ce que la stabilité structurelle du bâtiment est assurée en cas d'inondation, aussi bien pendant qu'après, notamment pour les bâtiments en bois avec un séchage qui peut être trop rapide? Est-ce que l'aménagement extérieur, même si on n'intervient pas forcément, est adapté? Donc, auquel cas, on peut faire une intervention spécifique pour adapter le projet. Au vu de tout ça, effectivement, la région propose ensuite une liste de documents auxquels on peut se référer si on veut aller rechercher une solution spécifique à notre problème. La région ne se veut pas spécialiste de ces questions-là, étant donné qu'il y a tout un tas d'organismes qui le fait très bien, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et donc, toute une liste de documents référents sont listés par risque. Et notamment, on peut voir plein de documents qui sont réalisés par nos partenaires d'aujourd'hui, dont notamment donc, le référentiel de la résilience de la MRN, les documents mis en place par le CEPRI, par l'AQC, même effectivement Envirbat Grand Est qui met en place un outil méthodologique, OMEJ, l'Observatoire de l'immobilier durable, mais également des documents plutôt ministériels.
Ainsi, l'outil qui vous a été présenté ici est disponible sur le site de Climaction. Vous pouvez le consulter dans la DocuTech Climaction. Il est à destination de tous, tous les porteurs de projets et même les curieux, afin de sensibiliser et d'aider ces derniers à concevoir des projets énergétiques en associant aussi une réflexion sur une réduction de la vulnérabilité et donc d'inculquer des premiers réflexes d'adaptation face au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces présentations. On est vraiment en retard, mais je pense que faudra quand même qu'on prenne quelques questions, même si de façon rapide. La première, peut-être, est par rapport à la végétation et au retrait gonflement d'argile. Est-ce qu'il y a des solutions possibles par le choix de végétation ou par voilà, les techniques, l'espacement comme ça, on a aussi des options sans enlever complètement la végétation existante. Alors, si je peux me permettre de répondre, donc Franck, là, oui, la végétation, pourquoi pas. Le problème, c'est dans les villes. On a des terrains qui sont très petits, donc pour planter de la végétation loin des constructions, c'est compliqué. En race campagne, il n'y a pas de souci. Sur un terrain de 1500 m², on pourra toujours avoir des arbres de haute tige à distance. C'est la difficulté, oui, il y a une zone d'influence géotechnique. L'ordre de grandeur, c'est une fois la taille adulte pour un arbuste ou un arbre de haute tige, sachant qu'un arbuste, on a tendance à le mettre très facilement contre la construction, que ce soit des noisetiers, des thuyas, des haies, de lauriers, ce que vous voulez. On a tendance à les coller aux constructions pour faire soit une haie séparative, soit pour le reste. Donc c'est une fois la taille adulte pour un arbre ou un arbuste, et c'est une fois et demie la taille adulte pour quand la végétation est groupée, comme une forêt par exemple. Donc oui, il y a des solutions, mais la solution, c'est aussi de planter et de mettre en place un écran anti-racine. Il faut que ça vienne dans les habitudes. C'est là c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est de faire rentrer dans les habitudes les choses de bon sens. Et on a toute la difficulté aujourd'hui, c'est de faire rentrer ces choses de bon sens On veut de la végétation, pas de problème. On la met en ne respectant pas cette taille de une fois et demie. Pas de problème, mais on met en place un écran anti-racine en préventif. Et on n'attend pas que la maison soit cassée. Merci. On essaiera de creuser la question encore plus avec les intervenants qu'on va inviter pour Arbre en Ville dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. L'autre question, c'était par rapport à la responsabilité des architectes concernant le retrait gonflement d'argile. Ça dépend quelle est la mission de l'architecte. Si c'est juste une mission de permis de construire, et auquel cas, dans le cadre du permis de construire, il y a un certain nombre de dispositions constructives qui sont liées au PLU et à la loi Elan. Logiquement, sur le plan de permis de construire, on devrait exiger que ces ouvrages que sont la tranchée drainante, l'écran anti-racine, tout ça, ce soit noté sur les plans de permis de construire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'exigence. Par contre, le vice du sol est de la responsabilité de l'architecte. S'il a autre chose qu'une mission permis de construire, oui, c'est un constructeur comme un autre. Donc, le vice du sol, le 1792, il est redevable de ce vice-là. Et c'est une présomption de responsabilité, d'ailleurs. Donc, on est présumé coupable quelque part. Merci. Pour la région Grand Est, peut-être s'il y a un retour par rapport à la prise en main de cet outil par les équipes, mais aussi par les acteurs des opérations, s'il y a déjà un retour par rapport à ça. Alors aujourd'hui, on en est encore à essayer de sensibiliser les collègues en interne. Sur le fait que c'est très important de prendre en compte les risques naturels et climatiques dans les projets de rénovation énergétique. En fait, c'est un peu ce qui avait été expliqué tout à l'heure sur l'expérimentation. Sur la rénovation, la prise en compte du risque inondation dans les rénovations énergétiques, le fait est que ça rajoute une couche de complexité et que du coup, c'est difficile à faire intégrer tous ces nouveaux enjeux parce qu'ils s'ajoutent
déjà a des exigences déjà assez fortes. Donc voilà, on en est à sensibiliser les collègues et à les intégrer dans nos dispositifs, tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas trop alourdir les procédures pour les bénéficiaires des subventions. Et puis, si je peux me permettre, Isabelle, enfin, il y a une crainte que je comprends très bien, c'est-à-dire que je me mets à la place des conseillers, il y a une vraie crainte de décourager le geste de rénovation, c'est-à-dire que c'est parfois si compliqué d'obtenir que les gens se lancent dans la rénovation énergétique, on a peur de décourager le ménage. Merci. Ouais, pardon, j'avais aussi une question par rapport à ça, parce qu'il y a eu des échanges. Où est-ce qu'on trouve l'information? Et pareil, l'exemple de la ville de Strasbourg. Est-ce que, en utilisant cet outil, on peut arriver aux informations? Si Vincent veut faire un retour, vu qu'il le Je crois pratique. que la question, c'était sur le risque RGA autour Oui, de Strasbourg, c'est ça? Oui. oui, mais pareil pour les autres risques. Mm. Effectivement, donc déjà, sur GeoRisque, il y a la cartographie déjà du risque RGA qui est présente. Mais au-delà de ça, effectivement, on peut accéder à des cartographies du risque de retrait conforme d'argile sans souci, et via l'outil, tout à fait. Même de ce que M. Béchade, de ce dont M. Béchade parlait, avec les couches d'argile, effectivement, est aussi présenté dans l'outil. Là aussi, si je peux rajouter un mot, alors il y a quelques zones qui sont RGA. J'ai cité l'exemple de Wolfisheim qui a été reconnu CatNat en 2023. J'en profite juste pour attirer sur l'attention sur un risque qui est très particulier au territoire strasbourgeois et alsacien, qui est celui de cavité souterraine. Tout simplement parce qu'il se trouve que nous sommes dans une région dans laquelle il y a eu énormément de caves à bière. À l'époque, on n'avait pas le moyen de rafraîchir les bières qu'on a besoin. Il y a énormément de caves à bière qui ont été conduites, qui ont été creusées. Par conséquent, on a des cavités souterraines à peu près partout. Du côté de l'Eurométropole de Strasbourg, on a notamment cette problématique à Schiltigheim avec des vrais risques d'effondrement. Donc, surveillé de très près par le BRGM. Merci beaucoup. Il y a quelques remarques qui restent dans le chat, mais s'il y a une dernière question peut-être à prendre, sinon on peut s'arrêter là vu qu'on a pas mal débordé. Et donc, ouais. Sinon, merci beaucoup aux intervenants. Merci pour ces présentations très riches et pour le partage de vos expériences. J'espère que vous avez eu les ressources qu'il faut pour aller plus loin, pour poser les bonnes questions. Et donc, on a mis dans le chat pas mal de ressources. N'hésitez pas à les consulter. Et je vous